Une année plus tard, en Angleterre, John Derry devait emmener un DH-108 au-delà du mur du son. La vitesse faisait encore recette auprès des foules. Au meeting aérien de Farnborough en 1952, une foule dense se massait pour assister au vol supersonique du nouveau chasseur de Havilland, le DH-101, piloté par Derry. Au moment où il a décollé, nous savions qu'il allait franchir le mur du son. Il est monté très haut dans le ciel. Il a disparu, puis il est revenu. Un tout petit point noir qui grossissait à vue d'œil. Puis soudain, on en a vu 3 de points noirs. Je crois que c'était des morceaux du réacteur. Soudain, il a viré sur la droite pour venir s'écraser contre la colline où nous nous trouvions. Et puis, il y a eu cet horrible silence. Puis le bruit, les clameurs, les sanglots, les ambulances, et tout et tout. John Derry était loin d'être un pilote casse-cou, mais je connais bien ce sentiment qu'on a dans les meetings aériens liés aux pressions qui s'exercent sur vous pour que vous soyez compétitif par rapport aux autres pilotes. C'est la crème de la crème des pilotes que l'on jette dans l'arène des gladiateurs. Tous veulent vanter les mérites des produits de leur entreprise et en démontrer les possibilités. Alors il est possible que John ait lancé le bouchon un peu trop loin. C'est la différence qui peut transformer un triomphe en désastre. Presque aussitôt après, Neville Duke est monté à bord d'un avion et a passé le mur du son. Cela, pour moi, c'était une chose très courageuse à faire. Un homme étonnant, unique, comme ils le sont tous. C'est incroyable de faire une chose pareille, alors qu'il savait bien que John Derry ne pouvait avoir survécu. Unbelievable. La tragédie de Farnborough a incité la Grande-Bretagne à revoir entièrement ses recherches sur les vols à grande vitesse. Soudain, il y eut un coup de frein. Nous avons compris que ce domaine allait être très onéreux. Les Américains, bien sûr, allaient nous ravir notre avance grâce à leurs énormes ressources. L'Amérique avait reçu les réacteurs en cadeau de l'Angleterre. Quant aux ailes en flèche, l'idée en revenait aux Allemands. Grâce à ses immenses ressources et à son acharnement, l'Amérique a exploité ses connaissances pour construire le premier chasseur capable de voler à la vitesse du son. C'est le F-86, ou sabre. Le sabre était doté d'un plan horizontal mobile qui s'inspirait directement des recherches sur le X-1. Cette configuration particulière de l'empennage était un secret bien gardé qui conférait à l'Amérique toute son avance sur ses concurrents. Ça m'amusait. Il a fallu près de 5 ans aux Anglais, aux Français et aux Soviétiques pour découvrir le petit truc du plan horizontal mobile. Nous en avons doté le F-86. C'est les caractéristiques qui en a fait tout le succès. Au cours de la guerre de Corée, cette commande de gouvernail supplémentaire prévue pour les très grandes vitesses a donné l'avantage aux pilotes de chasse américains sur les MiG-15 de construction soviétique. La recherche de vitesse toujours plus grande est une entreprise qui s'est concentrée en Amérique, où le X-1 fut le premier d'une lignée d'avions expérimentaux connus sous le nom de série X. En 1953, Chuck Yeager a atteint la vitesse de 2,5 fois celle du son. En 1956, Mel Abt a perdu la vie à bord du X-2 après avoir atteint Mach 3. En 1960, le X-15 volait toujours plus vite pour atteindre finalement près de 7 fois la vitesse du son. Nous n'aurions pas progressé en aéronautique ni dans les vols spatiaux si nous n'avions entrepris les recherches de la série X. Nous pouvions prévoir que si nous poursuivions nos recherches, elles déboucheraient sur des vols en orbite, notre but.
orbit in space, which was our goal. La recherche de la vitesse relevait d'une aventure humaine passionnante, certes, mais c'était aussi une entreprise fort complexe. On devait mettre au point des moteurs à post-combustion et différentes configurations d'appareils, à aile en flèche, à aile delta, à aile mince, à aile épaisse. Sans parler des systèmes de stabilisation et de commande, des sièges éjectables, des combinaisons pressurisées, vous voyez, toutes sortes de choses prévues pour les vitesses qui avaient cours vers la fin des années 40 ou le début des années 50. Nous avons travaillé sur les parachutes, passé pas mal de temps dans les centrifugeuses pour les combinaisons anti-G. On perfectionnait les casques, les masques à oxygène et tout ce qui a trait aux avions. C'était une époque passionnante parce que nous avons fait des expériences avec toutes sortes d'appareils dotés de systèmes de propulsion différents et que nos efforts furent payés en retour. C'est à des ingénieurs tels que Ben Rich de chez Lockheed qu'il appartenait d'intégrer les découvertes dans la construction d'appareils concrets. Le plus gros problème avec les expériences de la série X, c'était que le résultat était éphémère. Les avions de la série X volaient bien à Mach 3, mais pendant 6 secondes, et nous autres devions construire des avions capables de voler aux vitesses supersoniques, non pas quelques secondes, mais peut-être quelques minutes, voire quelques heures. La série X a donné l'impulsion nécessaire à la construction de chasseurs toujours plus rapides dont les pilotes avaient besoin pour surpasser l'ennemi. Le premier à voler au double de la vitesse du son fut le Starfighter de Lockheed. Aujourd'hui encore, la vitesse de pointe de l'avion le plus rapide n'est guère supérieure à celle de cet appareil. Sa mission est demeurée la même que celle assignée aux Sopwith et aux Spitfire et aux Messerschmitt 262 et aux Sabre, le recours à la vitesse pour intercepter l'ennemi. Il n'existe qu'un seul avion en exploitation capable de voler de manière prolongée à des vitesses supérieures à 3 fois celles du son. C'est le SR-71, les Tourneaux. C'est un appareil de reconnaissance stratégique de l'armée de l'air américaine. Le SR-71 est d'une beauté qui inspire l'angoisse. C'est l'un des appareils classiques du monde. Il est bourré d'équipements de surveillance perfectionnés. La puissance de ces deux moteurs dépasse celle d'un gros paquebot.